Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, nous allons nous intéresser à un film qui a fait frissonner bien des spectateurs lors de sa sortie en 2013, The Conjuring, réalisé par James Wan. Nous allons vous raconter l'histoire de la famille Perron, qui aurait vécu dans une maison hantée du Rhode Island pendant près de 10 ans. Un voyage au bout de l'horreur dans lequel nous croiserons les Warren, couple d'enquêteurs du paranormal, des esprits et le fantôme diabolique d'une sorcière. Allumez votre citrouille et n'abusez pas trop sur les bonbons car ce soir, on fête Halloween avec une histoire des plus étranges, telle qu'elle a été racontée par ceux qui disent l'avoir vécue. C'est en janvier 1971 que Caroline et Roger Perron s'installent à Harrisville, dans le Rhode Island. L'imposant bâtiment est un vieux corps de ferme qui compte pas moins de 14 pièces, entouré d'un terrain de 80 hectares. À leurs yeux, c'est l'endroit idéal pour élever leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia et April. Un lieu calme, reposant, loin du petit appartement et de l'agitation de Willimantic, dans le Connecticut où ils vivaient jusqu'alors. L'emménagement à Harrisville sonne donc comme le début d'une nouvelle vie. Pourtant, dès les premiers jours, la famille Perron déchante. Il faut dire que le précédent propriétaire de la ferme a omis de leur raconter l'histoire des lieux. Le terrain est une ancienne plantation créée à la fin du XVIIe siècle. La ferme a été bâtie dessus en 1736, soit plus de 2 siècles avant l'emménagement des Perron. Un lieu chargé d'histoire, donc, et marqué par des morts parfois violentes, et à en croire certains spécialistes du paranormal, l'endroit est potentiellement hanté. Mais ça, les Perron ne pouvaient pas le savoir. La loi, dans l'état du Rhode Island, n'impose pas de fournir des données sur le passé des bâtiments que l'on met en vente. Le précédent propriétaire a donc attendu le jour de l'aménagement des Perron pour leur donner un conseil, laisser les lumières allumées la nuit. Ce fut le début de 10 longues années de phénomènes paranormaux. Bruits suspects, apparitions fantomatiques, odeurs de chair putréfiée, lits secoués à précisément 5h15 du matin, objets qui se déplacent tout seuls. Peu importe que la lumière soit allumée ou éteinte, les manifestations continuaient. Dans son livre « House of Light, House of Darkness », Andrea Perron, l'aînée des 5 sœurs, raconte que plusieurs esprits, des anciens habitants de la maison, ont vécu à leur côté pendant toutes ces années. Certains étaient calmes, voire sympathiques, mais d'autres étaient beaucoup plus inquiétants. En particulier l'esprit d'une femme, qui semblait prendre beaucoup de plaisir à tourmenter Caroline. La mère de famille est alors régulièrement malmenée physiquement. Dans une interview accordée à la sortie du film The Conjuring, Andrea Perron a expliqué que ce fantôme se considérait comme la vraie maîtresse de maison et voyait Caroline comme une rivale. Cela se traduit par des coups, mais aussi par des apparitions en pleine nuit, durant lesquelles elle hurlait « Allez-vous-en, ou je vous entraînerai vers la mort et l'obscurité ». L'esprit malfaisant profitait également des absences de Caroline pour aller hanter et parfois même toucher Roger, son mari. En parallèle, Caroline changeait peu à peu. Elle utilisait des mots anciens, elle changeait de voix, elle allait acheter des vêtements chez l'antiquaire. Elle a commencé à porter des robes sombres d'époque qui n'avaient rien à voir avec son style habituel, comme si elle devenait peu à peu quelqu'un d'autre. En 1974, près de 4 ans après avoir emménagé à la ferme, la situation devient trop difficile à supporter. Les Perron décident de faire appel aux Warren, déjà célèbres dans la région. Ed et Lorraine Warren sont un couple d'enquêteurs du paranormal qui ont notamment travaillé sur le cas d'Annabelle, un esprit qui hantait une poupée. Au cours de leurs enquêtes, Lorraine a découvert que Caroline avait un jour ressenti une violente douleur au niveau du mollet. En examinant sa jambe, elle avait découvert une petite plaie parfaitement circulaire. Selon sa fille Andrea, c'était comme si on lui avait enfoncé une aiguille à tricoter dans la jambe. Un détail qui a immédiatement fait comprendre à Lorraine Warren à qui elle avait affaire. Née en 1812, Bathsheba Sherman était l'épouse de Judson Sherman, un agriculteur qui travaillait au début du XIXe siècle près de la ferme des Perron. Femme au foyer, Bathsheba Sherman a officiellement eu un enfant,
Mais à en croire une légende locale, elle en aurait eu 4, dont 3 morts dans leurs premières années. Soupçonnée d'être une sorcière, elle aurait elle-même sacrifié ses enfants dans des rituels sataniques. Au cours de l'un d'entre eux, elle aurait planté une aiguille à tricoter dans le crâne d'un de ses bébés. Un meurtre parmi d'autres, même si toutes ces histoires sont évidemment invérifiables. Mais Lorraine Warren n'a toutefois eu aucun doute. Selon elle, les Perron avaient affaire au fantôme d'une puissante sorcière meurtrière. Le cas de la famille Perron est sans aucun doute un des échecs les plus spectaculaires du couple Warren. Leur venue n'a fait qu'empirer la situation, qui a atteint son niveau le plus dangereux lorsqu'un soir, Lorraine Warren a organisé une séance de spiritisme. La séance a très mal tourné. J'ai cru que j'allais m'évanouir, a depuis raconté sa fille, Andrea Perron. Ma mère a commencé à parler une langue qui n'était pas de ce monde, avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise s'est envolée et a traversé la pièce. Sous le choc, les Perron ont ordonné aux Warren de quitter la maison et de ne plus y remettre les pieds. Une fois les chasseurs de fantômes partis, l'esprit de Bathsheba, enfin si tant est qu'il s'agissait vraiment de Bathsheba, a finalement quitté le corps de Caroline. Toutefois, son esprit et celui des autres ont continué à tourmenter la famille Perron pendant 6 ans. La famille Perron a finalement déménagé en 1980, laissant derrière elle une maison à jamais marquée par le mystère et énormément de doutes sur la véracité de leur histoire. Et l'une des principales personnes à démentir l'intégralité de toute cette histoire n'est autre que Norma Sutcliffe, l'actuelle propriétaire de la ferme. Suite au succès du film The Conjuring en 2013, Norma Sutcliffe a vu des dizaines et des dizaines de curieux entrer sur sa propriété. Si elle s'était retenue de dire sa vérité lorsqu'Andrea Perron a publié ses 3 livres sur l'affaire, elle a fini par s'exprimer en avril 2014. Dans une vidéo de plus d'1 heure publiée sur YouTube, Norma dément point par point l'histoire des Perron. Depuis qu'elle a acheté la ferme en 1987, Norma Sutcliffe a seulement vécu quelques phénomènes étranges. Des bruits de pas inexpliqués, des voix étouffées, une lumière bleue d'origine inconnue et un peu de brume à l'intérieur. Pour cette femme à l'esprit cartésien, tout cela peut s'expliquer scientifiquement et ne constitue pas une preuve d'activité paranormale. Elle a donc rassemblé le maximum de documents possibles sur les légendes qui entourent la maison et en est arrivée à la conclusion que tout était faux. La ligne de Norma Sutcliffe est claire. Les Perron et les Warren n'ont tout simplement aucune preuve de ce qu'ils avancent. Elle a confronté leur dire à des documents officiels comme des extraits de livrets de famille, des actes judiciaires ou encore des coupures de presse de l'époque. Elle a même contacté plusieurs personnes liées de près ou de loin à l'affaire, et pour elle c'est incontestable, il ne s'est absolument rien passé dans la maison avant et après son arrivée. Norma Sutcliffe n'est pas la seule à remettre en question la véracité de cette histoire, qui ne repose que sur des témoignages. Dans un dossier consacré à l'affaire réalisé par le grand quotidien USA Today, le neurologue Steven Novella rappelle que la plupart des dossiers traités par Ed et Lorraine Warren sont invérifiables et potentiellement inventés de toutes pièces. Steven Novella connaît bien le sujet. Il est le président de la New England Skeptical Society, une association qui a contre-enquêté sur les affaires étudiées par l'association des Warren, la New England Society for Psychic Research. Les Warren sont très bons quand il s'agit de raconter des histoires, explique Steven Novella dans son interview pour USA Today. On pourrait faire beaucoup de films avec les histoires qu'ils ont écrites, mais il n'y a absolument aucune raison de croire en leur véracité. Les histoires des Warren ne seraient donc que ça, des histoires. Des histoires pas forcément basées sur des faits réels vérifiables, mais parfaites pour faire des films. Donc pas étonnant que le réalisateur James Wan ait voulu en porter quelques-unes à l'écran. Il est l'heure maintenant de parler du film The Conjuring, mais avant de commencer à parler des Warren et des Perron, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le personnage de Norma Sutcliffe, qui est quand même un sacré personnage. Charles, toi, tu as vu la vidéo YouTube aussi, hein, t'es allé voir ce que ça donnait. Alors j'avoue, les 1h04, je les ai pas regardés en entier.
J'ai zappé quelques moments et en fait c'est une vidéo qui est c'est mal fait, le son grésille, un peu comme nos premiers numéros d'Inspiré Ferrel en fait. Ouais, c'est vrai. Le son est Exactement. le son crête un peu à certains moments. C'est un fond, le fond vidéo, ce sont des documents d'archives qui sont là pour attester de ce que cette pauvre Norma essaie de nous dire, qui est du coup que l'histoire a été inventé. Et comme tu peux l'entendre, il y a aussi un démon qui se balade, puisque j'enregistre en ce moment même dans le grenier d'une maison. De ta maison hantée, visiblement. Que je connais bien, voilà. Il y a des petits démons qui font bouger des bouts de bois. Mais donc voilà, oui, cette vidéo où en effet, donc, comme on le disait, Norma Sutcliffe a l'air vraiment saoulée. Et à juste titre, puisque, comme tu le disais, elle accueille contre son gré, mais il y a de nombreux visiteurs qui, du coup, entrent sur sa propriété pour voir la maison de The Conjuring. Et d'ailleurs, on voit dans la vidéo qu'elle a mis pas mal de panneaux, genre no trespassing, ne rentrez pas sur la propriété privée. En fait, elle est vraiment hyper saoulée. Et c'est vrai que le but avec cette vidéo, c'était vraiment de montrer aux gens qu'il n'y a rien à voir et arrêter de venir. Et en fait, elle s'est vraiment donné les moyens pour ça. Elle a bossé avec un journaliste local. C'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir autant de documents, parce que, alors pour le coup, même si la vidéo est vraiment mal faite et tout ça, le montage est une horreur, à l'intérieur, vous verrez des scans de documents qu'elle s'est procurés, qui sont assez éloquents, notamment un échange de mails qu'elle a eu avec un historien local à qui elle a demandé s'il connaissait la légende de Bathsheba la sorcière. Et là, c'est assez amusant. L'historien lui a dit que personne n'en avait entendu parler avant que Caroline Perron et les Warren en parlent. Donc, du coup, en fait, cette légende locale qu'évoquent les Warren et Andrea Perron serait en fait juste leur invention. Il n'y aurait pas eu de rumeurs autour de cette Bathsheba Sherman qui serait une sorcière, quoi. Alors, il y a eu des rumeurs sur lesquelles elle aurait tué un enfant, mais la sorcellerie, pas du tout, en fait. Ce serait une invention de Caroline Perron et des Warren. D'accord. Et du coup, en 2015, cette pauvre Norma qui était du coup... Donc le film est sorti en 2013, le film de James Wan est sorti en 2013, on reprécise. En 2015, énervée, elle a annoncé qu'elle allait porter plainte contre Warner Bros. Donc la société qui a produit le film The Conjuring, puisque la médiatisation de l'affaire avait un peu ruiné son quotidien. Et est-ce que tu sais si ça a abouti cette plainte ou pas ? Eh bien non, toujours pas. En fait, elle avait dit qu'elle pas. annonçait qu'elle voulait porter plainte, et en fait, depuis cet article qui était paru, je crois que c'était dans USA Today que j'avais vu ça. En fait, on ne sait pas vraiment s'il y a eu de suite. On ne sait pas si elle a vraiment mis sa menace à exécution et porté plainte ou non. Finalement, j'imagine que si elle a demandé conseil à un avocat, l'avocat lui a sûrement dit que c'était un peu compliqué de se lancer contre Warner Bros pour un truc comme ça, où les mecs en face ont des avocats bien vénères. Donc puis surtout que les raisons, c'est-à-dire qu'ils ont fait un film, c'est de la fiction le film. Et à aucun moment dans le film ils disent réels, que c'est ça. Et à aucun moment dans le film ils disent que c'est à cet endroit-là, quoi. Enfin, il y a pas de, il y a rien dans le film qui montre que c'est cette maison-là à tel endroit. Et même dans les nombreuses featurettes que tu as sur le DVD, le Blu-ray, où on voit la vraie famille Perron parler. Il ne donne pas l'adresse, quoi, jamais. Alors il y a des photos, ce qui fait que c'est plutôt facile à retrouver. S'il y a une personne contre qui elle aurait voulu porter plainte, cette dame, ce serait plutôt contre Andrea Perron, qui elle, dans son livre donc House of Light, House of Darkness, met beaucoup d'informations, notamment le nom carrément du domaine de la maison, parce que donc c'est une ferme avec plusieurs dizaines d'hectares autour. Et elle donne le nom, c'est le Hall de Arnold Estate, c'est un truc a priori un petit peu connu dans le coin, près d'Harrisville. Donc du coup, voilà, là, si tous les articles qu'il y a en ligne disent que c'est ma fameuse maison hantée d'Harrisville, c'est grâce au livre d'Andrea Perron, en fait. D'accord. Et donc du coup, Warner Bros n'est pas... Non, puis Warner Bros sont droit dans leurs bottes. Oui, voilà, exactement. Ok, bon ben...
On laisse en suspens la pauvre Norma, du coup. Oui, bah elle continue à s'énerver régulièrement sur les réseaux sociaux, hein, si les gens veulent aller voir ce qu'elle devient. Elle a un compte Twitter, peut-être ou je n'ai pas trouvé de compte Twitter, mais en tout cas, ouais, elle poste des fois Enfin, il y a de temps en temps, il y a des articles dans la presse locale, genre le Providence Journal, ce genre de choses, où il y a des articles où elle s'énerve assez régulièrement. Je crois qu'elle s'était énervée à la sortie de Conjuring 2, parce que même s'il était plus question de la famille Perron, bah, il était encore question des Warren, et donc du coup ça relançait l'intérêt. En fait, à chaque fois qu'un film du Conjuring Universe sort, elle s'énerve un peu, la dame. Mais ce qu'on comprend, puisqu'il y a tout le temps des gens qui viennent chez elle, quoi. Ouais. Ça relance un peu l'intérêt pour le film original, quoi. C'est ça. D'ailleurs, le film original, on va en parler tout de suite, après cette petite parenthèse sur Norma. Alors tu vois, tu fais de très belles transitions, hein. Ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas enregistré ensemble, hein, puisque c'est vrai qu'on l'a pas reprécisé, mais là je reprends mon rôle, hein, de Charles après l'épisode avec Mimi. Un épisode, d'ailleurs, qu'en as-tu pensé, toi qui n'étais pas là pendant cet épisode? Alors c'est chose assez rigolote, j'ai pu écouter inspiré de faits réels en tant qu'auditeur, du coup, et pas avec pas tous les petits a priori quand c'est toi-même qui fais le truc et que t'entends des petits défauts partout et que t'es toujours énervé, jamais satisfait. Là j'ai pu l'écouter de manière complètement détendue et honnêtement, tu veux savoir honnêtement ce que j'en pense? Ouais. C'était un des meilleurs. C'était sans problème un des meilleurs, mais sans déconner, c'était c'était parfait. Ouais, mais c'est pas pareil sans toi. Super. J'avais dit que je reviendrais. Mais non, mais en vrai, le travail, enfin la connaissance de Mimi sur Stephen King était complètement bien intégrée à tout ça. Et donc, non, j'étais content. Et je tenais à le dire, je tenais à revenir. Je voulais pas revenir comme ça, en faisant comme si de rien n'était. Je réendosse mon costume de Charles et tout. Non, je voulais quand même bien préciser que... Bah écoute, je suis très heureux de te compter parmi nos nouveaux abonnés après cet épisode. Et d'ailleurs, je profite pour dire un truc aux éditeurs, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais en tout cas si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un petit truc caché à la fin du dernier épisode sur ça. C'est juste après le générique, parce que des fois les gens coupent pendant le générique. Là, à la toute fin du générique, vous entendrez un magnifique rire diabolique de Charles, que si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'on ne reviendrait pas au film The Conjuring, qui est un film qui nous a marqué tous les deux, hein, puisque déjà ça a signé, je pense, définitivement notre amour pour James Wan et surtout notre intérêt pour ce qui s'est développé après ce film, le Conjuring Universe, donc Conjuring 1, 2, Annabelle et il y a également The Nun qui va bientôt arriver, je crois, qui est en production. Et d'ailleurs, on en profite pour faire la boucle, puisqu'il y a un an aussi, c'est le moment des disclaimers, c'est le moment des apartés. C'est le moment des apartés, et il y a un an, c'est ça, hein, je me dis pas de bêtises, c'est un an. C'était il y a un an, c'était le 31 octobre 2016. Sortait notre premier numéro sur Annabelle. Un épisode avec son atroce. Quand on le réécoute aujourd'hui, on est désolé. On vous déconseille de réécouter en fait aujourd'hui. Tout simplement, on vous déconseille de l'écouter. Il y a une version un peu plus clean qui est disponible sur YouTube. Si ça vous intéresse. mais le premier épisode sur SoundCloud est un petit peu compliqué à écouter aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, il n'est pas impossible qu'on revienne sur l'histoire d'Annabelle, qui était très intéressante, hein, d'ailleurs, peut-être plus tard. Je pense qu'il faudra en reparler d'Annabelle. Notamment, il y a eu Annabelle 2 qui est sortie. Je pense qu'il faudrait peut-être faire une update. Mais on verra ça pour plus tard. Alors du coup, Conjuring, dis-moi, qu'est-ce que t'as aimé ? Eh ben écoute, j'ai beaucoup aimé déjà le fait qu'il y ait une tension constante pendant tout le film. C'est un truc qui manque, je trouve, dans pas mal de films d'horreur, où on te fait... Dans la plupart des films d'horreur, aujourd'hui, on te fait pas peur du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas une angoisse qui se crée, c'est vraiment une succession de jumpscares. Et là, dans ce film-là, en particulier Conjuring, je trouve qu'il y a une tension qui est présente du début à la fin, et c'est ça qui me plaît principalement, je trouve. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, tu aimes bien cette tension aussi ? Tu l'as ressenti ? Alors j'aime bien, je l'ai ressenti, mais après ça reste la tension. Il y a des scènes qui font peur, je trouve qu'il y a des scènes qui font vraiment peur, et on reviendra dessus, on fera un petit top 5 des scènes plus ou moins flippantes.
Je trouve que la tension, elle est douce, elle reste assez douce, tu vois. On a des moments de pause, on a des moments... D'ailleurs, ça fait partie aussi des trucs que je n'ai pas aimé dans le film, c'est-à-dire que j'aime bien notamment le fait que la musique soutienne cette tension. Ce qu'on a souvent chez James Wan dans beaucoup de films d'horreur, évidemment, mais que je trouve le crew autour de James Wan fait particulièrement bien. C'est une musique avec voilà, des petits violons, des petits violoncelles, des trucs comme ça qui vont soutenir un peu la tension. Après, je trouve qu'il la casse à certains moments, cette tension, et moi je trouve ça dommage, notamment, et là c'est le moment de mon coup de gueule, dans les films de James Wan, autour, disons plutôt de Insidious, Conjuring et quelques autres, il se sent obligé, j'ai l'impression, d'avoir un duo comique, ou un duo un peu normal, un peu à l'extérieur en fait, et qui va être comme ça un petit peu détaché de l'action, ou qui va avoir des petites répliques comiques dans Insidious, dans tous les Insidious. Il y a un duo un peu Ghostbuster qui travaille avec la protagoniste qui s'appelle Elise, Avec la médium. qui est la chef, voilà, la chef du groupe, qui est la médium. Et on a un petit duo. Alors il me semble qu'en plus ils sont, si je dis pas de bêtises, ils ont une carrière d'acteurs en comédie, ces gens-là. Et ils font peut-être, il me semble qu'il y en a au moins un qui fait du one-man show. Écoute, je ne connais pas leur carrière, mais en tout cas, si c'est le cas, on peut dire que ça se ressent à l'image, parce qu'ils sont... ouais. Eux, je les trouve très bons donc le duo dans Insidious. Ouais. Dans le registre comique, je les trouve très bons. Je trouve que ce qu'ils apportent, il y a des vraies respirations dans Insidious grâce à eux. C'est moins le cas dans... C'est vrai que ça en apporte, mais moi je serais tenté au bout d'un moment, d'ailleurs dans Insidious ça m'avait pas choqué, je trouvais ça plutôt sympa, mais en fait je trouve que c'est un motif récurrent. Et là, on a un duo. Alors, on n'a pas re-résumé le film, hein, mais on peut le faire rapidement. Il y a la famille qui s'installe dans la maison, des petites apparitions, les Warren qui sont interpellés au moment où ça commence à devenir un peu dangereux. Et en fait, voilà, ça monte un peu jusqu'au climax. Hein, la structure du film d'horreur est très classique et très respectée globalement. Et on a un duo qui est composé d'un assistant, si je dis pas de bêtises, c'est un assistant des Warren qui est là un peu pour la technique. Exactement, qui est pour enregistrer, pour vérifier que c'est lui qui est là pour installer les magnétophones, pour mettre les caméras en place, voilà, les déclencheurs automatiques. Voilà, les petites photos. Comme les deux dans Insidious, en fait. Voilà, ouais, exactement. C'est vrai qu'ils ont le rôle de la technique. Et il y a un policier qui l'accompagne, un policier qui est sceptique sur le travail des Warren, et même si c'est pas un vrai duo comique, comme on a pu l'avoir dans Insidious, c'est un duo qui est là pour détendre, où on va avoir des petites répliques du type il pensait que, mais non, les bruits que vous entendez c'est un courant d'air. À un moment donné le policier se retrouve avec un bleu et l'autre il fait tu crois que c'est le courant d'air qui t'a fait un bleu, et là j'étais un peu saoulé. J'étais un petit peu saoulé parce que j'avais envie de rester dans la tension du film. J'avais envie que ça monte jusqu'au climax qui, et là encore, c'est un truc que je trouve un petit peu raté. Et je crois qu'on est d'accord sur ce point. Ouais, en fait, c'est marrant parce que Conjuring, moi je l'avais pas vu depuis, je pense, 2 ans. Je l'ai vu une fois au cinéma et donc une fois en Blu-ray. Au cinéma, j'avais pris une claque de ouf. En Blu-ray, j'avais trouvé ça toujours bien. Et là, en le revoyant, on voit beaucoup plus les défauts. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes dans ce film. Et t'as raison, effectivement, le climax, la scène finale, pour moi, est complètement ratée. Ça fonctionne pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, et notamment, je pense que on va faire un petit top des scènes qu'on a bien aimées ou qui sont considérées comme flippantes. Notamment le fait que la première partie du film est très bonne, je trouve. Même plus que la première partie, il y a plein de scènes de tension. Ouais, toute l'exposition est vraiment chouette. Il y a plein de petits mécanismes qui fonctionnent bien. Il joue à Colin Maillard, enfin elle joue, les 5 sœurs, elle joue à Colin Maillard dans la maison, donc elle se retrouve avec des bandeaux sur les yeux, à se balader, donc évidemment on sait que ça va revenir, on se projette, on sait que ouais, ça, non seulement ça, mais en plus on sait qu'elle ne voit pas, c'est-à-dire que elle n'ayant pas connaissance du danger, nous ayant connaissance du danger,
on sait elle peut s'approcher techniquement de quelque chose de dangereux sans s'en rendre compte, et c'est quelque chose qu'on a à plusieurs reprises. Donc ça, il y a plein de petits trucs comme ça qui fonctionnent bien, qui sont de chouettes mécanismes. Et d'ailleurs, outre les ressorts horrifiques, au début du film, il y a des plans qui sont magnifiques, et moi, il y a notamment un moment qui me plaît énormément. J'avais oublié que le film... Enfin, il s'ouvre pas là-dessus, mais c'est une des premières scènes en tout cas, sur ce faux plan séquence de présentation de la maison, où on suit tous les personnages qui emménagent à l'intérieur, la caméra passe par la fenêtre, puis après elle repasse, on suit tout le monde, on se demande d'ailleurs comment le plan a été réalisé, c'est hyper bien fait. C'est quelque chose que tu retrouves au début de Conjuring 2, il commence un petit peu de la même façon pour exposer le lieu, et j'avais oublié à quel point c'était aussi bien réalisé. Tant qu'on était dans les points positifs avant de passer dans les points négatifs. On fait les deux en même temps. Je voulais juste noter ça, que la première scène de présentation de la maison, on voit tout de suite comment elle est foutue en l'espace de quelques dizaines de secondes sur un plan qui est extrêmement bien fait, je trouve. Voilà, c'était juste mon point positif. D'ailleurs, t'as raison de le mentionner, parce que ce plan, il nous donne, disons, des informations, enfin il nous fait nous sentir d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand ils rentrent, la famille Perron, dans le film, dans la maison, ils rentrent dans la maison, ils sont joyeux, et c'est un plan, en fait, je pense que ce plan séquence, c'est un plan qui est très vivant. Ça s'agite de tous les côtés, parce que ils déménagent, du coup les 5 sœurs ramènent leurs affaires, elles sont contentes, t'as la femme et le mari qui sont heureux d'aménager dans cette nouvelle maison qui a l'air d'être au calme à côté d'un petit lac. Et en fait, ça montre bien cette scène d'introduction, ce faux plan séquence. Et t'as raison de dire c'est un faux plan séquence, parce qu'en effet il doit y avoir quelques petites coupures numériquement rattrapées, mais t'as raison de le mentionner, parce que ça montre, on va dire, la vie de la famille, et le fait que ce sont des gens qui sont joyeux, qui ont l'air contents, et ça dénote du coup avec la suite du film, où t'as une sorte de descente aux enfers, parce que c'est ça un peu le truc du film, c'est que de plus en plus la famille, voilà, c'est ça, la famille va commencer à rentrer dans la peur, dans l'angoisse, et on voit avec ce plan séquence que c'est quelque chose qui n'était pas du tout là au début. Donc ça nous fait sortir disons on aurait pu appréhender la famille comme étant une famille à problème, tu vois. Et à ce moment-là, ce plan séquence n'aurait pas du tout eu lieu d'être de la même manière. Mais là, du coup, on suppose que c'est les possessions, l'horreur, la terreur qui va dégrader la vie de famille. Donc la terreur, elle se traduit à la fin, donc du coup, par cette dernière scène d'exorcisme dont tu avais commencé à parler tout à l'heure, qui est ratée à bien des égards. Elle est ratée. En fait, c'est dommage, parce qu'elle tranche avec beaucoup de choses du film. Le film est très posé. À un rythme. Ouais, il est posé, mais tu sais, on rentre tout de suite dans l'action. Enfin, on rentre tout de suite directement dans le dur du film, en quelque sorte. Il y a un peu d'angoisse dès le début. Oui, il y a des apparitions assez rapidement dans le film. C'est vrai que ça commence vite. Ouais. C'est pas. Enfin, on n'est pas dans un épisode de Chair de poule où le premier truc flippant n'est pas vraiment flippant. Vous savez, c'est toujours ah non, en fait c'est un chat. Ah non, en fait c'est ceci. Là, il y a pas ça. Y aura-t-il un reflet dans le miroir? Et en fait, non. Ah oui, t'as raison, il y a le reflet du petit garçon, mais c'est ça que tu... Oui, c'est ça, parce que la plupart du temps dans les films noirs, tu vois le miroir, tu fais « Ah mon dieu, elle va le refermer, et il y aura pas de reflet dedans, parce que du coup, c'est le début du film, et donc du coup, pas y aura de jumpscare maintenant. » Eh ben si. Non, mais... Et ben là, voilà. Et donc oui, en fait, ce rythme, à la fin... Et ils essaient, on a l'impression, moi la manière dont je l'ai ressenti, c'est que y a une sorte d'emballement, et que cet emballement, ils essaient de lui donner un climax dans la scène de l'exorcisme à la fin, qui en fait est une scène d'action. C'est une scène où tout le monde s'agite, c'est une scène d'action, et je trouve que ça dénote un peu de tout le reste du film, où tout est, je sais pas comment dire, on peut peut-être faire même d'ailleurs le top 5 des trucs qui font plus ou moins peur dans le film maintenant, comme ça aidera peut-être
les gens à comprendre, mais il y a des choses où on sent qu'il y a un peu de passivité, c'est des trucs, c'est des petites ombres, c'est des petits trucs, c'est des bruits, c'est des odeurs aussi. Alors ça c'est très compliqué, hein, prendre le parti de... J'ai trouvé ça un peu compliqué de prendre le parti d'expliquer qu'il y ait des odeurs dans la maison et que ce soit la potentielle manifestation d'un démon. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans l'histoire vraie telle qu'elle est racontée par Audrey Hepburn. Hein. Il y a effectivement cette odeur de chair putréfiée, c'est mauvaise odeur, quoi. Donc c'est peut-être pour coller à ça. C'est pas pour ça que c'est cinématographique, tu vois. Exactement, oui. Ça, je pense que ça fait partie des trucs qui, je pense, à mon avis, étaient un peu inutiles parce que à chaque fois, en plus, il y a pas de... Je sais pas comment dire, la maison elle a pas l'air de puer, tu vois. Ça a pas l'air de puer. Du coup c'est un peu bête parce qu'on nous dit on a cette odeur putréfiée, mais en même temps il y a plein de moments où ça les dérange pas, il y a des moments où ils le disent, de toute façon nous on peut pas s'en rendre compte parce que bon les bruits, les ombres, tout ça on peut le mettre en image assez simple et on peut mettre en image une odeur putréfiée avec quelque chose qui a l'air putréfié, tu vois. Mais là en l'occurrence on n'a pas ça, je trouvais ça un peu inutile, mais bon après c'est voilà, c'est pareil, j'arrête avec les trucs qui m'ont déplu parce que globalement j'ai bien aimé le film. J'allais dire tu vas arrêter, mais malheureusement si on fait le top 5 maintenant, les deux premières du top 5 tu les as pas aimées, donc... Non, les deux premières du top 5, pour moi le top 5 des scènes d'horreur classées de la moins flippante à la plus flippante, pour moi c'est tout ce qui tourne autour des corbeaux déjà, le délire qu'il y a avec les oiseaux qui s'éclatent contre la maison, et à la fin cette scène où on est censé avoir peur parce qu'elle est enfermée, il y a une des sœurs qui est enfermée dans la voiture et il y a des corbeaux qui cassent la fenêtre, mais enfin... Non quoi, je sais pas si c'était une référence à je vais t'avouer millionième référence à très Hitchcock, honnêtement que je n'ai pas lu les 3 livres d'André Hepburn, j'en ai lu seulement des extraits, mais en tout cas dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas fait mention d'oiseaux qui s'écrasent contre la maison. En tout cas c'est absolument pas mis en avant, donc à moins que ce soit dans les dossiers Warren auxquels on n'a pas accès, puisqu'on précise qu'en fait le film est soi-disant basé sur les dossiers des Warren et pas sur le bouquin d'Andrea. D'ailleurs, ils disent au tout début du film que c'est basé sur un dossier des Warren qui n'a jamais été mentionné dans un de leurs livres parce que, soi-disant, l'affaire était tellement impressionnante que du coup, ils l'ont gardé pour eux et qu'ils l'ont pas mis dans leur bouquin. Non mais voilà, on en est là, quoi. C'est les Warren. On reviendra plus tard sur pourquoi les Warren, c'est sans doute des escrocs. Mais voilà, en tout cas, c'est pitché comme ça. C'est en mode, c'est basé sur un dossier des Warren dont on n'a jamais parlé. Donc peut-être cette histoire d'oiseau et dans les dossiers des Warren, ce serait pas la seule différence qu'il y a avec l'histoire vraie d'Andrea. Ouais. Mais du coup, ouais, cette scène, avec le coup de la putréfaction, voilà, je trouve que c'est un peu raté. Donc ça, c'est le numéro 5. Les corbeaux. Maintenant, numéro 4. On aurait faire un petit... numéro 4, moi, c'est l'exorcisme. En lui-même, la scène d'exorcisme à la fin, donc comme je disais, qui rate qui rate le coche, quoi. Alors il y a quand même 2-3 trucs à sauver, notamment visuellement. Je trouve ça assez malin d'avoir mis un drap sur le visage de Caroline Perron pendant l'exorcisme, avec cette scène où le sang jaillit et ça fait une tache rouge sur le drap blanc. Il y a des choses qui sont assez bien faites, ou même quand le drap se fissure un peu et qu'on voit le visage de Bathsheba, puis le drap revient et c'est Caroline. Il y a 2-3 trucs qui sont bien faits, enfin voilà, mais ça tranche un peu trop avec le reste du film. C'est vrai, c'est trop action, quoi. Il y a un truc qui va pas très bien. C'est trop action, et puis je suis embêté parce que des exorcismes on en voit beaucoup au cinéma. Et ça ressemble un peu à ça. Hein, oui, c'est pas... Quand tu regardes des films comme L'exorcisme d'Emily Rose ou des trucs comme The Haunting in Connecticut ou The Last Exorcism, même le rite dans certains trucs, les scènes d'exorcisme sont tournées comme ça, en mode il y a un duel, mais un duel super héroïque, pas un duel comme dans l'Exorciste, parce que là le duel dans l'Exorciste ressemble plus à un combat de boxe, comme on l'avait dit. Là on est sur un duel vraiment prêtre super héros contre créature de l'enfer, quoi. Non mais c'est vrai, et je préférais la scène de l'exorcisme dans l'exorcisme.
et à mon sens bien plus réussi et bien plus angoissant et bien plus là je sais pas, il y a pas de, en plus il y avait des attaques dans l'exorcisme, il y a des attaques personnelles, il y a quelque chose de violent, de personnellement violent là. Ouais. Là non, tu vois, c'est pas c'est juste je vais la tuer, alors laissez-moi tranquille. Ouais. Et Ted One qui fait non, sors de là, arrière, démon. Non, et puis après Ouais. voilà, bataille, et finalement je m'en vais, on sait pas pourquoi, mais elle s'en va. Donc, Et ensuite, donc du coup voilà. Numéro 3. Tu veux rajouter un truc sur Non, c'est on bon, peut ok. passer au numéro 3. Numéro 3, la scène de Colin Maillard. Ça faisait partie des... Ouais, voilà. Merci pour les bruitages. Donc, grosso modo, les 5 sœurs jouent à un jeu dans lequel elles ont les yeux bandés et elles tournent sur elles-mêmes. Les 4 autres vont se cacher et elles doivent, sur demande de celle qui a le bandeau sur les yeux, taper dans les mains. Et elles ont droit à 3 ou 4 essais pour pouvoir les retrouver juste avec le son. C'est un cache-cache avec de l'aide, quoi. Ouais, voilà. Cache-cache les yeux bandés avec de l'aide. Et c'est très bien trouvé parce que, enfin c'est très bien trouvé, c'est le fait qu'elles y jouent dès le début et que dans les premières fois où elles y jouent il n'y a pas de souci, il n'y a pas de manifestation. Ça sert juste à nous montrer la maison et à nous préparer pour plus tard Ouais. quand le vrai truc va arriver. C'est nous habituer à comment ce jeu fonctionne et en même temps découvrir la maison pour qu'ensuite la vraie scène flippante de Colin Maillard arrive et celle-là, bah du coup, Voilà. tu la prends bien dans la gueule. Et celle-là, elle fait assez peur. Il y en a même plusieurs, hein. Il y en a plusieurs des petites scènes de Colin Maillard. Il y en a une avec la maman, notamment. Mhm. Je sais pas si tu t'en rappelles, où la maman décide de jouer avec une de ses filles. Voilà, Oui, à Colin oui, Maillard. ça y est, oui, bien sûr. Effectivement, Et ouais, celle-là, elle est et cette bien scène, flippante. ça fait partie des scènes que j'aime bien. Donc, Car un la invité fille- surprise se mêle à cette partie de Colin Voilà. Maillard. La fille tape les mains, et, enfin, on a le point de vue de la mère, on entend les mains qui tapent, donc elle suit le bruit, et là elle arrive dans une pièce, et alors là on a un plan en fait où la caméra suit la porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que le champ se découvre au fur et à mesure que la porte s'ouvre, et ça c'est un truc que James Wan fait très bien avec des grands angles. C'est ce que j'adore Avec dans des son grands angles. cinéma. Ouais, c'est ça, c'est que tu vois la totalité d'une pièce sans pour autant t'aies l'impression de tu sais, le petit effet caméra de sécurité dans un coin où tu vois la totalité de la pièce ou un effet fisheye un peu dégueulasse. Là, c'est du grand angle assez propre où du coup, ben, tu vois un peu tout ce que la personne, du coup, des fois ne peut pas voir parce qu'elle est de dos, là, parce qu'elle a les yeux bandés. Donc tu as un niveau de connaissance qui est plus élevé que la personne que tu suis. Et en même temps, t'es un peu grâce perdu à- parce que grâce tu à dis ce que la type de menace peut venir d'à peu près partout, vu que l'angle est très grand Voilà. et qu'il y a souvent beaucoup d'ouvertures dans la Beaucoup pièce. d'ouvertures, ouais, et Il y a- des petits détails Il qui y a un peuvent, couloir, il y a qui une peuvent porte, il surgir. y a une fenêtre. Enfin, on a l'impression que ça peut venir de n'importe quel côté de l'écran en fait. Ouais, exactement. Et là, donc la maman ouvre les yeux bandés, elle ouvre la porte, donc la caméra suit, et ça ouvre la porte jusqu'à l'armoire qui était là avant que les Perron arrivent dans la maison, et les portes de l'armoire s'ouvrent, donc la maman pense que c'est sa fille qui fait du bruit, qui essaie de se déplacer, donc elle lui demande de retaper dans les mains, et là, on a 2 mains qui sortent des vêtements qu'il y a dans l'armoire sans pour autant voir le corps. On voit que les mains sont plutôt en mauvais état. Et on entend à nouveau Et c'est la maman flippant de Ouais. La maman se retourne, les yeux bandés, se dirige vers l'armoire, fouille. Donc du coup, en plus, elle ne sait pas dans quoi elle met les mains. Elle a les yeux bandés et elle met les mains comme ça dans les vêtements. Et il y a personne. Alors du coup, elle commence à flipper. Elle enlève le bandeau. Et là, elle entend sa fille qui accourt dans le couloir. Et sa fille qui passe par la porte, qui fait « Mais maman, tu t'es loupée, j'étais dans la pièce à l'opposé. » Et là, t'as la maman qui regarde à nouveau réangoissée dans l'armoire. Évidemment, il n'y a plus rien. Hein. C'est une scène comme ça où t'as des petites montées en tension sans qu'il ne se passe rien de forcément très agressif. Et là, moi, ça fait partie des scènes qui fonctionnent bien sur moi.
Parce que ça, c'est le genre de truc ça c'est un truc qui me met en tension, tu vois. Ouais, non, mais c'est un truc qui reste parce que tu vois est la bien maman faite. qui flippe. Le plan avec les deux mains qui sortent de l'armoire et qui font clap clap clap, il était dans la bande-annonce d'ailleurs, je crois, ce plan. Et Ah ouais. et c'est vrai qu'il est marquant, quoi. Il est assez iconique dans le film. Tu t'en souviens bien, quoi. Et moi en numéro 2, j'ai mis. D'ailleurs, je fais numéro 2. En numéro 2, je mets une scène qui est beaucoup moins iconique. On s'en souvient moins dans le film, mais que je trouve extrêmement bien faite, notamment sur la montée en tension. Ouais. C'est la scène de Judy et Annabelle. Alors en fait, Judy, c'est la fille des Perron. Non, des Warren. Des Warren, pardon. Qui est, on le sait, menacée par la sorcière Bathsheba à un moment du film. Et donc il y a une scène où elle a un peu peur dans sa chambre et où elle descend, c'est la nuit, elle descend jusque dans la chambre des objets hantés que gardent ses parents. Et Ah oui, parce que attends, on n'a pas précisé. En fait, il y a un petit peu deux plans de l'histoire. Il y a le plan des Perron, le plan des Warren. Et en fait, les Warren, on les voit en conférence au début, on les voit interviewés par un journaliste, et en fait, c'est une scène qui expose un peu la maison des Warren, et notamment la cave qui existe pour de vrai, hein, on en avait parlé dans Annabelle, la cave des Warren qui existe pour de vrai, dans laquelle ils entreposent les objets qu'ils considèrent comme étant hantés, et donc du coup, la petite fille Judy vit dans une maison pleine d'objets hantés. Qui a une cave, dans cette cave, il y a des centaines d'objets potentiellement possédés. Et donc cette scène, moi je la trouve extrêmement bien faite. Elle descend la nuit les escaliers. Alors ce cadrage est magnifique, je trouve, où on voit la petite Judy tout en haut de l'escalier. Il y a une fenêtre derrière elle et tu as l'orage et les éclairs qui d'un coup zèbrent la pièce, donc ça crée une source de lumière d'un coup puis qui disparaît. Ouais. C'est magnifique. Le travail sur le son aussi pour retranscrire l'orage et tout ça, c'est très très bien. Et j'ai trouvé que la scène retranscrivait les terreurs d'enfant que tu as quand tu regardes cette scène. Ça te rappelle peut-être des moments où quand tu étais enfant, la nuit tu avais peur et tu essayais d'aller dans la chambre de tes parents pour trouver du réconfort, pour leur dire que tu avais peur tout simplement, et où toute la maison devenait extrêmement inquiétante au moindre pas. T'es effrayé, t'es dans une tension. Et je trouve que cette scène-là, tout particulièrement, où on suit la petite Judy, ça te ramène complètement à ça. Tu te mets à sa place, et la scène se termine sur un truc bien flippant, où Bathsheba est dans une chaise à bascule, en train d'avoir Annabelle dans ses bras, donc la poupée Annabelle. Et il y a juste la tête de la poupée Annabelle qui se retourne vers elle. C'est extrêmement flippant. Cette scène-là est plus flippante que l'intégralité du film Annabelle. Oui, je suis complètement d'accord. La scène avec Annabelle dans Conjuring est plus flippante que le film. Les deux scènes avec Annabelle. On l'a pas mis dans notre top 5, mais c'est vrai qu'il y a une scène d'ouverture avec Annabelle qui me rappelle un petit peu le début de Dead Silence, qui est un autre film de James Wan. Et je trouve que la scène aussi est très sympa, mais elle est plus anecdotique par rapport au reste du film. Ça concerne pas les Perron, et voilà. C'est pour ça qu'on l'a pas mise, mais elle est bien, elle est sympa. Donc elle voilà. Est bien, et d'ailleurs, c'est tout ce que j'avais à dire sur la scène numéro 2. Et je rajouterais à ça qu'en plus, c'est une scène qui sert en fait, ça sert à créer l'univers. Parce que c'est une scène qui permet le lien entre Conjuring et Annabelle, mais c'est aussi une scène qui permet le lien entre Conjuring 1 et 2. Parce que si on avait uniquement le point de vue des Perron avec les Warren qui arrivent en tant que démonologues, comme ils se font, je crois, appeler à un moment donné. Alors, Ed dit qu'il est démonologue et Lorraine dit qu'elle est clairvoyante médium. Voilà, en toute modestie. Cette scène permet de faire le lien avec les films de l'univers, puisque on a Annabelle, on a la poupée, donc on a physiquement la même poupée que dans le film Annabelle, hein, il ne change pas la forme de la poupée, c'est la même poupée, on comprend le danger qu'elle peut représenter, mais aussi on a le point de vue des Warren et de leur maison, de leur vie privée et de leur petite fille, chose qui va servir
dans Conjuring 2, puisqu'on va avoir à nouveau des scènes à l'intérieur de leur maison avec leur fille, avec cette fois le fameux tableau de la nonne, hein, dont on a déjà parlé dans cette émission. Mais c'est une scène, dire que si ces petites scènes avec Judy n'avaient pas été là, le film aurait été beaucoup plus clos sur les Perron en fait. Et du coup aurait peut-être moins, l'espèce d'univers qui se met en place aurait peut-être moins bien marché aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord. Je partage totalement cette analyse et cette vision. on est d'accord. Et donc on en arrive au moment du numéro 1. Numéro 1 qui est une scène qui a fait flipper jusqu'à mon père, puisque j'avais vu Conjuring avec mon père au cinéma. C'est une scène qui n'est pourtant pas un moment de climax, ni une scène... c'est pas forcément une scène hyper importante dans la narration du film. En revanche, c'est une scène qui, je trouve, est bien faite et renvoie à tous ces jeux de cachés, absents, mais en même temps quelque chose que quelqu'un voit et du coup l'angoisse naît de un peu de cette dissonance entre ce que certains voient et ce que certains ne voient pas. C'est la scène où 2 des 5 sœurs en fait sont dans la même chambre. Elles ont une chambre toute simple, voilà, avec 2 lits, une place. J'ai oublié leur nom d'ailleurs aux 2. Mais disons que c'est pas les plus petites. Je crois que c'est même les 2 aînés qui vivent dans la même chambre. Et donc il y en a une qui a le pied, vous savez, comme on fait souvent, qui a une jambe dehors, une jambe dedans, quoi, dans la couette. Mais c'est parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, Charles. Voilà, c'est ça, exactement. Et le pied qui est dehors se fait tirer au point que ça tire toute l'enfant. Hein. Elle sort quasiment du lit. Et elle se réveille, donc du coup ça la réveille, elle fait « Ah, Nancy », voilà, c'est ça, c'est l'autre, il y en a au moins une des 2 qui s'appelle Nancy, elle fait « Ah, Nancy, arrête de me tirer la jambe, c'est pas drôle, j'en ai marre ». Bon, évidemment, nous on a vu le pied, on sait que Nancy n'a pas touché le pied. Ensuite, je sais pas si je confonds, mais il y a 2 scènes comme ça je sais pas si je les mixe, mais il y a 2 scènes qui se déroulent un peu de la même manière, où il y a une odeur de putréfaction. Et là, elle fait c'est le petit moment comique de la scène. Voilà, c'est ça, elle fait à Nancy arrête de péter, ça pue. Et alors Nancy se réveille, elle fait mais arrête, c'est pas moi et tout. Et là, il y a une sorcière au-dessus de l'armoire. Non, attends, pas tout de suite. Mais non, c'est pas celle-là, enfin. C'est pas celle-là, c'est là. Son pied se refait tirer. La scène est longue et c'est une scène qui a... Ah non, j'ai cru que tu parlais de la scène où il pète, parce que l'odeur de putréfaction, c'est à ce moment-là. Ah, c'est à ce moment-là. Bah alors c'est peut-être avec celle-là que j'ai confondu. Sur le non, pied. Les pieds tirés, c'est la même scène. Le pied tiré, c'est la même scène. Non, j'avais juste envie de parler de Prout dans l'émission. Et voilà, c'est tout à ton honneur. Les 2 scènes. J'ai mixé les 2 scènes. Et donc elle se refait tirer le pied, cette fois en étant beaucoup plus bougée. Elle sort quasiment du lit et là elle se réveille, elle se rend compte que Nancy est dans son lit et qu'elle entend des petits bruits dans sa chambre qui a une porte ouverte, qui n'a pas de lumière autre que la lumière naturelle de l'extérieur. Et là, l'angoisse déjà qui monte, on va dire très lentement dans toute cette scène, c'est une scène qui fait quelques minutes, atteint son summum au moment où elle passe la tête sous le lit. Elle vérifie qu'il n'y a rien. Et en fait, l'ombre créée par la porte qui est ouverte, du coup, qui est complètement ouverte, et elle est tellement ouverte qu'elle va jusqu'au mur, elle touche le mur, quasiment. Cette porte va se refermer lentement, mais l'ombre créée par la porte reste là. Et là, la gamine se dresse dans son lit et commence à pleurer, enfin à sangloter. Elle n'arrive plus à parler, elle essaie de réveiller Nancy. Et elle pointe l'ombre du doigt et elle dit regarde Nancy, il y a quelqu'un qui nous observe. Et cette scène est genre... Enfin, je trouve ça... Je sais pas pourquoi, mais moi c'est la scène qui m'a fait vraiment le plus peur. Elle pointe du doigt l'ombre, il y a rien, nous on voit rien. Et on ne verra rien dans cette scène. Mais elle pointe, elle dit regarde, il y a quelqu'un qui nous observe. Nancy ne voit pas
s'approche. Et elle dit mais non, elle bouge un petit peu la porte, elle fait mais non, il y a personne derrière la porte. Mais nous on voit que de l'ombre, on voit que du noir. Et elle se retourne vers sa petite sœur, elle dit mais non, regarde, il y a rien. Et là elle repointe du doigt, Nancy elle se tient debout derrière toi. Et là la porte claque et voilà. Mais cette scène de juste la gamine qui sanglote en montrant du doigt une ombre en disant il y a quelque chose et que nous on ne voit rien et que même sa sœur ne voit rien, je trouvais que c'était un des effets les plus réussis du film. Et c'est une des scènes d'ailleurs qui nous font dire que malgré les petits défauts qu'on a évoqués avant, le film est quand même très réussi et surtout fait peur. C'est quand même son but premier. Ouais. Le film fait peur sans avoir recours au gore, sans avoir recours à trop de jumpscares aussi, ce qui est un petit peu un des soucis qu'on a dans les films de hantise actuels. C'est très bien fait. On n'a pas grand chose d'autre à dire là-dessus, sur les bons points et les mauvais points. Voilà, grosso modo, c'est un très bon film. C'est un bon film. Ouais, on a aimé, et même des années après, même en le revoyant, ça fonctionne globalement très bien. On va en venir à une autre partie que vous attendez sans doute, les différences entre le film et l'histoire telle qu'il est racontée, puisque vous avez tous peur quand vous voyez qu'il y a marqué inspiré de faits réels sur un film. Bon, alors là, même l'histoire telle qu'elle est racontée est potentiellement entièrement fausse, donc rassurez-vous. Mais là, on va quand même voir les différences entre le film et l'histoire telle qu'elle est racontée par Andrea Perron, puisque nous n'avons pas eu accès au dossier des Warren, qui sont d'ailleurs sans doute complètement bidonnés, puisqu'on va revenir sur les Warren dans quelques instants. Et je vais peut-être te laisser... je sens que j'ai beaucoup parlé là. Je vais peut-être te laisser faire écoute, oui, les différences. Je peux, tant qu'on était tout à l'heure, on parlait de la scène finale d'Exorcisme. Il y a une énorme différence entre les deux. C'est que, donc a priori, dans leur dossier, les Warren laissent entendre qu'ils ont réussi, alors qu'en vrai, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ils ont même grave merdé, on peut dire. Ils sont restés que quelques mois dans la maison, et Andrea raconte dans son livre qu'elle est même pas sûre qu'ils aient bien identifié l'esprit maléfique. Parce qu'en fait, Bathsheba la sorcière, et ça d'ailleurs, Norma Sutcliffe, l'actuelle propriétaire, l'a confirmé, elle n'a jamais vécu dans la maison. Donc du coup, c'est compliqué dans la grande convention des fantômes et des esprits frappeurs qu'elle soit attachée à la maison, puisqu'elle n'y a pas vécu et qu'elle n'y est pas morte. Donc les histoires de sorcières, ça vient, comme on l'a dit précédemment, sans doute de Lorraine Warren et de Caroline Perron, et rien ne prouve que la dame était une sorcière. Et d'ailleurs, à ce titre-là, les Warren vivent presque avec eux à un moment donné. Est-ce que ça a été... Oui, ils sont installés, ça c'est vrai. Ils sont installés avec eux. Ils sont installés, justement, je crois, quelques semaines, du coup, pour vérifier l'activité, qu'est-ce qui se passait. Donc comme Lorraine était médium, elle pouvait suivre à peu près en temps réel à quel niveau de galère on en était. Donc oui, ils étaient présents à un moment. Par contre, ce qui est très différent, c'est que dans le film, tout va très très vite. On a l'impression que les Warren sont arrivés au bout de quelques mois, ils sont arrivés quelques mois après l'emménagement, alors que dans l'histoire, vraie, ils sont arrivés 4 ans après quand même. Donc il y a quand même eu 4 ans. Mais ils ont été sollicités. Ils ont été sollicités plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Ils ont été sollicités seulement 4 ans plus tard. Parce que des apparitions fantomatiques, des esprits frappeurs, si tu crois Andrea Perron, il y en a eu dès le début, en fait, dès le premier jour. Mais vraiment dès le premier jour, quand l'ancien propriétaire a dit laissez les lumières allumées la nuit, ce genre de choses. Juste après, par exemple, Andrea dit dans son livre, elle raconte qu'elle a croisé un homme qui était dans le salon. Mais un homme, elle pensait pas que c'était un esprit au début, parce que c'était comme s'il était en chair et en os, tu vois, vraiment physiquement, comme si c'était vraiment un monsieur. Et en fait, ses sœurs l'ont vu aussi. Et a priori, il n'y a jamais eu de monsieur. Le propriétaire qui est venu était venu seul, et donc du coup, c'était un esprit. Et d'ailleurs, elles l'ont revu par la suite, cet homme. Donc c'est ce genre de choses, il y en a eu tout le temps. La mère voyait des choses, des ruptures brutales de température, bon ça c'est classique, mais il y avait beaucoup d'esprits, si tu crois Andrea Perron. D'ailleurs dans le film, on voit quelques autres esprits, notamment le gamin, mais dans le film, il les montre tous comme des choses, comme des esprits forcément maléfiques, ou forcément qui sont là pour faire peur, alors que dans les faits,
Dans l'histoire racontée par Andrea, du moins, c'était pas le cas. En fait, il y en avait plein. Il y en avait même un qui était très sympa, a priori, qui venait dire bonne nuit aux filles le soir. Genre, il venait leur faire un bisou comme une grand-mère quand elle va coucher ses gamins, tu vois. Ses petits enfants, si, en mode allez, bonne nuit. Le fantôme bisou. Ouais, le fantôme bah, sympathique. Oui, pas bisou à des petites filles en mode creepy, hein, vraiment en mode papy, quoi. Donc, il y avait aussi des fantômes qui étaient en mode loop, tu sais, on le voit un petit peu dans Insidious à la fin quand il rejoue tout le temps la même scène. Bah là, il y avait En mode loop. Oui, qui faisait une loop, boucle tu veux dire avec 2 os. Oui. Ok, d'accord. Il y a notamment, ça c'est Andrea qui le raconte, elle voyait une mère de famille qui faisait à manger à la famille dans la cuisine. Donc tu avais la famille fantôme qui était à table, elle les servait, et il y a eu un petit effet, ça c'est assez marrant, c'est Andrea qui raconte ça toujours dans son livre, il y avait un petit effet les autres, c'est-à-dire que les fantômes ont pris conscience de la présence de Caroline, la mère de famille, et pensaient que c'était elle le fantôme. Tu vois, un peu comme si les fantômes qui étaient donc en boucle n'avaient pas conscience d'être des fantômes. Je trouvais ça assez foufou dans son bouquin quand elle raconte ça. Ouais. Donc c'est une des nombreuses variantes entre le film et l'histoire d'Andrea, c'est que voilà, les fantômes n'étaient pas tous méchants, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, c'est que j'ai aussi vu une interview d'elle à la télé, ça n'a pas été que des moments d'angoisse. Hein. Ça, c'est pour ça que son livre s'appelle House of Light, House of Darkness, c'est parce qu'il y a eu, il y a eu des moments durs et il y a eu des beaux moments dans leur vie. Ils ne seraient pas restés 10 ans dans la maison si ça avait été que l'enfer tout le temps, quoi. Donc ça voilà, ça fait partie des choses qui sont pas montrées dans le film. On a l'impression qu'il vit un enfer du début à la fin, mais limite ça s'est apaisé après le départ des Warren en 74 en fait. Les 6 dernières années ont été relativement tranquilles. Comparé, voilà, en fait les Warren quand ils sont arrivés, ils ont juste foutu le bordel et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer limite à coups de pied au cul de la maison en fait. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut mentionner dans les différences et les similitudes entre le film et l'histoire vraie, c'est que le père, visiblement, n'était pas trop pour une intervention des Warren. Oui, pour lui, c'était complètement des branques. Roger Perron, déjà, il y croyait pas, et en plus, il pensait que même dans l'optique où tu y crois, ils vont faire que empirer les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans le film. On le retrouve pas exactement dans ces termes-là, mais le père, dans le film, au début, les enfants déjà ne sont pas baptisés, ils sont pas, les parents sont pas croyants, et au début il était très sceptique, c'est-à-dire que c'est Caroline, sa femme, qui va voir les Warren et qui ramène les Warren, et lui avoue que au début c'était pas trop son truc, mais bon, dans le film il finit par être finalement convaincu, et forcément quand t'as un exorcisme avec ta femme qui change de tête et qui s'envole sur une chaise, j'imagine que tu changes d'avis, mais vu que ça n'a pas eu lieu en vrai, voilà, c'est resté un sceptique. En fait, dans l'histoire vraie, en tout cas, Roger Perron a fini par croire qu'il y avait vraiment un truc d'esprit, mais est toujours resté très très froid par rapport aux Warren. Parce que à la fin du film, Roger Perron remercie les Warren, il y a un petit hochement de tête en mode complice. Je remercie. Oui, puis Ed lui répare sa voiture, enfin ils deviennent un peu pas potes, mais mais bref, c'est un petit peu ça. Alors que là, pas du tout. En fait, dès le début, Roger Perron, donc du coup, ne voulait pas que les Warren viennent. Il a d'ailleurs accueilli hyper froidement le fait que Ed, qui était donc démonologue mais aussi très croyant, leur conseille de se tourner vers la religion, que ça pourrait les aider, et lui il était en mode je vois pas en quoi. Enfin, Et en fait la séance de spiritisme qu'il y a eu à la fin, parce qu'il n'y a pas eu d'exorcisme dans l'histoire vraie, ça s'est terminé par une séance de spiritisme qui a très mal tourné. D'ailleurs la séance, Caroline Perron a failli mourir pendant cette séance, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il les a virés manu militari de la maison, quoi. Parce que Caroline était en train de saigner parce qu'elle était tombée, qu'elle s'était fait une blessure à la tête quand elle s'était effondrée au sol. Et les Warren ont dit qu'il fallait pas appeler la police ou une ambulance parce que sinon ça allait foutre la merde, on comprend, parce que c'est pas des professionnels. Là, il y a non-assistance à personne en danger, aggravation, enfin, clairement tu peux aller en tôle parce que c'est toi qui as fait cette séance et la meuf est en train de perdre du sang, donc voilà, ils voulaient pas contacter la police ou une ambulance. Heureusement pour Caroline, Roger avait quelques connaissances en soins, et il savait qu'elle avait peut-être une commotion mais que ça pouvait s'arranger, donc il s'est occupé de sa femme, et voilà,
après avoir viré limite à coup de pied au cul les Warren. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, si dans le film ça se finit bien, c'est soit parce qu'ils voulaient absolument un happy ending pour le film, soit parce que dans leur dossier, les Warren disent que ça s'est bien fini. Ça peut être leur version, mais selon Andrea, non, ça a été un échec total. Et pour elle, les films qui ont été faits, ils servent uniquement à, donc là je cite, c'est elle qui l'a dit dans une interview, à glorifier la carrière des Warren. Elle a dit ça 40 ans plus tard, après l'affaire, et elle dit que même Lorraine, avec qui elle est toujours en contact, lui a dit qu'elle était désolée pour ce qui s'était passé, et qu'elle a reconnu elle-même que faire la séance avec une médium sans beaucoup de préparation, c'était une très mauvaise idée, quoi. Donc elle a eu droit à des excuses 40 ans après la séance de spiritisme. Ouais. D'ailleurs, les deux, et Andrea et Lorraine, ont été consultantes. Oui, sur le film. Donc elles ont dû être... Exactement. Elles ont aidé les scénaristes, visiblement. Oui, Andrea, c'est un petit peu normal, puisqu'elle a écrit quand même 3 bouquins sur le sujet, donc elle a quand même beaucoup... Et puis surtout, elle a vécu l'histoire. Donc ouais, forcément, elle était là. Et il y a aussi le côté, comme ils ont vraiment misé à fond leur com sur inspiré de faits réels, c'était important aussi d'avoir l'appui des Perron et des Warren, quoi. D'ailleurs, ça fait partie de ces choses qui sont fortement explicites et sont pas toujours... je trouve que c'est pas toujours bien amené, mais c'est ces cartons en début et en fin qui disent... attention, ceci est une histoire vraie, qui à la fin te disent les Perron finiront par déménager, ceci, cela. Ouais, 6 ans après, genre, en fait. Comme des effets. C'est ça qui est marrant, c'est finir par déménager, genre en mode quelques mois plus tard, s'ils avaient trop peur. Non, 6 ans après. C'est ça qui est marrant. Et puis même, c'est des effets de réel tellement... Enfin, c'est pas forcément utile, mais bref. Après, ça a beaucoup aidé, je pense, le film à marcher, parce que c'est vrai que quand tu vois un film inspiré d'une histoire vraie, ça attire la curiosité. Mais après, quand même les gens qui l'ont vécu disent que le film est un peu fidèle. Genre, Andrea, elle a dit qu'il y avait certes beaucoup d'éléments de vérité, mais qu'il y avait aussi quelques moments de fiction, et que, je le rappelle encore, dans la réalité, ce n'était pas 100% horreur, voilà. Andrea, elle dit qu'il y a des fantômes qui l'aimaient bien, que quand ils venaient l'emmerder et qu'elle avait pas le temps, elle leur disait de la laisser tranquille et ils partaient, genre des fantômes respectueux visiblement. Et que quand les parents ont vendu la maison, donc c'était 10 ans après avoir emménagé, donc c'était en 81 ou fin 80 je crois, Andrea et ses sœurs ont été vraiment tristes qu'ils vendent la maison. Parce que elles l'ont dit, elles, ensemble en interview, malgré tout, c'était la maison, quoi. C'était la maison de leur enfance, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elles ont vécu. Le fait que leurs parents décident de vendre et de s'installer ailleurs, ça a été un coup dur, quoi, pour elles. Donc on imagine que ça a été un soulagement pour Caroline Perron si le quart de ce qui est raconté est vrai, mais pour les filles, c'était compliqué, quoi. C'était pas facile. Donc voilà, c'était pas 100% horreur, quoi. Ok. Je vais peut-être juste terminer sur comme tu disais, sur les Perron et les Warren qui validaient le film et qui ont surtout participé au développement. Donc tu as dit qu'Andrea et Lorraine avaient été consultantes, donc elles sont venues sur le tournage. Il y a eu des entretiens d'ailleurs avec James Wan, les scénaristes. Et d'ailleurs c'est assez marrant, c'est une anecdote que j'avais trouvée sur IMDb, donc généralement elles sont justes. Alors, ils ne citent pas la source originale, mais généralement elles sont justes. Qui disent qu'il y a eu une anecdote hantée pendant la préparation du film. Et ça, tu le retrouves dans tous les films paranormaux inspirés d'une histoire vraie. Hein. C'est toujours, il y a toujours une rumeur de trucs qui se seraient passés sur le tournage. Sur Annabelle, c'était un technicien qui s'était fait griffer. Là, c'est une conversation téléphonique entre les scénaristes et Lorraine Warren, qui sont en train de discuter de détails sur le script, et la ligne se met à bugger, et il y a des sons étranges, des grésillements, et puis ça coupe. Alors je pense que je vois pas trop ce qu'il y a d'hyper paranormal là-dedans. Moi non plus, ça m'arrive souvent. Ils avaient peut-être juste pas de réseau, hein. C'est quelque chose qui arrive. Et surtout c'est marrant parce que Andrea Perron a été interviewée dans un podcast que j'ai écouté pour préparer l'émission, et il y a un moment où c'est pareil, genre ça coupe.
il parle par Skype et d'un coup il y a une rupture de connexion et le présentateur du podcast, donc c'est Brainwaves que s'appelle le podcast, le présentateur est en mode il se passe un truc super bizarre, on vient de perdre la connexion avec avec Andrea, alors que justement on était en train de parler de ce passage où il y avait le fantôme, machin. Donc non, ne surinterprétez pas tout, c'était peut-être juste un bug de connexion. Voilà. Oui. Quelqu'un venait de lancer Netflix. Voilà, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Sinon, sur le développement du film, il faut savoir que toute la famille a participé à des featurettes qu'on voit dans le... Alors moi j'ai le Blu-ray, donc on le voit dans le Blu-ray, je sais pas si c'est présent dans le DVD. En tout cas, c'est des trucs qui sont présents sur YouTube aussi, si vous voulez regarder. Les featurettes de Conjuring sont dispo sur YouTube. Et on voit notamment Roger Perron, Caroline Perron, Andrea, Nancy... tous les vrais qui parlent et qui racontent leur version, ce qui s'est passé. Voilà, pas les acteurs, les vraies personnes. D'ailleurs, les acteurs, Patrick Wilson et Vera Farmiga, donc c'est eux qui jouent le couple Warren, pour préparer le tournage, sont allés chez Lauren, dans son musée de l'étrange au Connecticut, pour s'entretenir avec elle, pour développer les personnages ensemble. Et Lauren Warren, qui était donc très très impliquée dans la production du film, fait même un caméo à un moment. Ah oui, c'est au début. C'est pas au début, c'est dans la deuxième scène de cours. C'est donc tu as Patrick Wilson et Vera Farmiga qui sont en train de donner une conférence à laquelle assiste Caroline Perron. C'est le moment où elle va aller les voir à la sortie de la conférence pour leur dire de venir dans sa maison pour chasser le mal. Et bien dans les nombreuses personnes qui sont assises au premier rang de la conférence, il y a une petite vieille avec un air un petit peu fou. Et bien c'est Lauren Warren. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé on n'a pas commenté le casting. Casting que moi je trouve vraiment pas mal, et notamment les cinq sœurs. Oui. Oui, on les reverra, vous aurez l'impression d'avoir déjà vu leur tête parce que elles sont toutes très jeunes, mais j'ai l'impression qu'elles ont déjà toutes tourné dans plein de films. C'est un peu le cas pour certaines, effectivement. Ouais, il y en a au moins 2-3 qui ont joué dans plusieurs autres films et plusieurs blockbusters. Est-ce que tu les as en tête je trouve qu'elles sont toutes très bien. Est-ce que tu les as en tête ? Parce que moi j'en ai une. Le nom des actrices que je me suis dit, j'ai déjà vu cette tête quelque part. Il y en avait une, c'était la version jeune de Jessica Chastain, non ? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mackenzie Foy qui effectivement est... Non, moi je parle de celle qui joue Christine. Il me semble qu'elle joue de Christine. Alors Christine, c'est une des deux justement qui sont présentes quand il y a les scènes très très flippantes que tu évoquais. C'est une qui a les yeux très clairs. Nancy, c'est celle qui a l'air d'avoir 12 ans à peu près dans le film. Oui. Elle est jouée par Joey King et c'est assez amusant parce que Joey King a failli être dans le Conjuring Universe de nouveau. En fait, c'est dans un film qui est réalisé par John R. Leonetti, qui a donc réalisé le premier Annabelle, le très mauvais premier Annabelle, et qui a sorti le même week-end que la sortie d'Annabelle 2, donc il n'est pas réalisé par lui, un film qui s'appelle Wish Upon, I Wish, faites un vœu, qui n'a pas très bien marché en France, si je me souviens bien, mais qui a fait des audiences assez correctes aux États-Unis. Et donc c'est un film qui n'a rien à voir avec l'univers Conjuring, c'est juste que le réalisateur a participé à Annabelle, et que l'actrice principale était dans The Conjuring, mais c'est un film de boîte à musique chinoise qui exauce tes vœux, et forcément quand tu fais un vœu, quelqu'un meurt, et ça ne le sait pas au début. Et donc le personnage principal de ce film, l'adolescente mal dans sa peau qui trouve cette boîte, est joué par Joey King, donc qui joue dans The Conjuring. Et j'ai beau détester copieusement John R. Leonetti, à peu près tout ce qu'il fait, ce film-là est relativement correct, ça pourrait faire un direct to Netflix, pas trop mauvais. Voilà. D'accord. Voilà. Et sinon, le couple Patrick Wilson-Vera Farmiga, que moi je trouve fonctionne pas mal. Oui. Alors moi je les trouve moins attachants que le couple de Conjuring. d'Insidious, pardon, où il y a déjà Patrick Wilson, mais je trouve qu'avec Vera Farmiga, je trouve qu'ils, alors c'est peut-être parce que c'est le deuxième film, mais je trouve qu'ils sont plus complices dans Conjuring 2. La relation est mieux établie, je trouve, dans le 2. Ouais, c'est vrai. Ça fait un moment que je l'ai pas revu, faudrait que je le revoie, mais t'as sans doute raison. Ouais. Après, voilà, c'est peut-être la première fois que je suis d'accord. C'est Rose. J'ai oublié le prénom Rose de l'actrice qui joue dans Insidious. Ouais, voilà, Rose Byrne, qui est vraiment super, je trouve. J'adore cette actrice, ouais. Qui arrive bien à jouer
enfin la personne un peu impuissante, un peu débordée par les événements. Je trouve elle rentre très bien dans ce personnage-là, elle fonctionne bien comme ça, alors que Vera Farmiga, je trouve qu'elle joue mieux, elle est beaucoup plus forte en fait, elle fait beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus... Après ça c'est peut-être... Ce qui est un peu dommage dans Conjuring, où elle est censée, enfin son personnage dans Conjuring est censé justement être assez blessé au début du film. Il est censé être blessé. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve que ça, c'est pas forcément un truc qui est bien retranscrit. C'est dommage. Ouais, parce qu'elle apparaît, je trouve qu'elle apparaît très forte. Quand même toujours comme étant très forte. Ouais. Même plus forte que Ed, alors qu'au début du film, ils essayent de nous expliquer dans les dialogues et tout que Ed, lui, est plutôt au top de sa forme. Mais que Lorraine, voilà, il y a eu un exorcisme qui s'est mal passé et qu'elle est pas bien depuis. Et en fait, dans le jeu de l'actrice, elle a l'air tout à fait forte, quoi. Donc c'est assez dommage de ce point de vue-là. Et après, c'est bien d'avoir ce personnage féminin qui est très fort, quoi, parce que très clairement, alors que j'aime beaucoup Patrick Wilson, hein, mais Vera Farmiga, je trouve l'éclipse dans les films Conjuring, que ce soit dans le 1 et le 2, c'est vraiment elle qui prend la caméra, quoi. Elle est très bien. Ouais, mais il a ce défaut, mais c'est aussi un défaut et des qualités d'acteur de Patrick Wilson. Hein. Patrick Wilson, il jouait dans Watchmen déjà, et il jouait le hibou qui était un super-héros certes, mais le super-héros timide et un peu rigide, un peu renfermé de la bande. Et je trouve que ça lui va bien, en fait, ce type de rôle. Et que là, oui, c'est vrai que du coup, Vera Farmiga qui est assez rayonnante et qui a beaucoup de charisme en fait. Je trouve que c'est vrai qu'elle joue celle qui est censée être, on va dire, en danger, celle du couple qui est en danger, mais je trouve que dans le jeu de l'actrice et de l'acteur du coup, ça se ressent pas trop non plus. Et si je peux me permettre une dernière différence pour revenir, j'avais complètement oublié cette différence entre le film et l'histoire vraie. C'est au niveau du physique des personnages. Autant entre Vera Farmiga et Lorraine Warren jeune, il y a peut-être quelque chose. Autant entre Patrick Wilson et Ed Warren, il y a absolument rien. Je vous invite à googler Patrick Ed Warren. Wilson est beaucoup plus beau gosse, non? Ouais. Ed Warren, c'est absolument pas un beau gosse un peu musclé. Il y a rien du tout, quoi. Il pourrait être prof de philo, quoi, Ed Warren. C'est dur pour les profs de philo, ce que je dis. Quelle image tu as des profs de philo? Non, mais il me rappelle, tu vois, genre un prof d'histoire géo que j'ai pu avoir au collège, tu vois. C'est un petit peu ça. Il fait pas... Patrick Wilson, il a un physique un peu plus super-héroïque, quoi. Donc alors que Ed Warren, c'était un mec assez lambda, quoi. Donc... c'est pour ça m'avait fait marrer de voir, parce qu'à la fin du film Conjuring, ils te mettent les deux photos. Ils te mettent les photos des vrais. Tu vois la différence. Et quand t'as vu Patrick Wilson pendant tout le film et que tu vois le vrai Ed Warren, tu fais ah ouais. c'est pas tout à fait la même personne. Je suis d'accord, mais même tu dis qu'avec Vera Farmiga ça se sent moins quand même. Vera Farmiga elle est magnifique. Ah oui, non mais Lorraine Warren c'est pas Vera Farmiga non plus. Je parle dans le style et dans la manière de se tenir. Oui, non, parce que oui, effectivement, physiquement, Vera Farmiga et Lorraine Warren, c'est pas tout à fait la même personne quand même. Mais elles ont ce même côté un peu mystique dans la manière de se déplacer et tout ça. Et je trouve que chez Ed Warren, il y a un côté un peu plus bonhomme que chez Patrick Wilson, qui lui a un rapport assez, assez noble, tu vois, dans la manière de se déplacer. Et oui, aussi physiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, ça vient aussi du fait qu'on est sur un film hollywoodien où on glamourise un peu tout le monde. Et forcément, quand tu veux faire une série de films sur un duo d'enquêteurs du paranormal, là c'est Hollywood et fait comme ça, ils prennent des beaux gosses, quoi. Ouais, même les 5 sœurs, elles sont toutes super choupies, elles sont toutes... Non, puis Roger et Caroline, enfin tous les personnages du film, voilà, sont... Voilà. C'est un des... on va dire que c'est hollywoodien. C'est hollywoodien, ouais, voilà. Ça aurait pu coller un peu plus à la réalité des faits. Est-ce qu'on a d'autres anecdotes sur le film ? Oh, je crois qu'il y en a une qui se déroule aux Philippines. Ah oui, effectivement, oui. Qui se déroule aux Philippines, et oui, parce que certains cinémas, du coup, on fait appel à des prêtres catholiques pour bénir les spectateurs. Ça m'a rappelé les bordels qu'il y a eu à la sortie de l'Exorciste, en salle où les gens se sentaient très mal. Ouais, non, là, c'est chaud. Ouais. Aux Philippines, où effectivement, ils ont fait appel à des prêtres catholiques pour venir bénir les spectateurs avant le film.
parce que certains d'entre eux avaient, et là je cite, ressenti une présence négative après avoir vu le film. Ils se sentaient pas bien, donc ils avaient besoin d'être bénis avant, quoi. Histoire de voir le film en étant le mieux équipé spirituellement parlant. J'ai trouvé ça assez rigolo. Tout le monde avait son petit crucifix, tout le monde avait son petit truc pour. Ils sont très croyants aux Philippines, donc c'est peut-être pour ça. Et dans le film aussi. Dans le film aussi, effectivement. Ah oui, j'avais une dernière anecdote, je viens de la retrouver. Pareil, c'est un truc que j'avais trouvé sur IMDb, il me semble, où toujours dans le bullshit marketing autour du film sur les phénomènes paranormaux qui se seraient passés, James Wan dit qu'il a été témoin d'un truc bizarre. Il dit qu'il venait d'adopter un chiot et qu'un soir où il travaillait sur le script, le chiot a eu un comportement étrange. C'est-à-dire qu'il regardait un petit peu partout dans la pièce, il se mettait à fixer des endroits vides, il se mettait à grogner sans raison, et c'est tout. Ah oui, c'est vrai que les chiots sont tout de suite... Non, venant d'un chiot, ça n'a rien d'étonnant. Hein. Bah oui. Là... Il avait peut-être jamais vu de petit chien, ou je sais pas, mais un chien c'est grande taille, chelou, tu vois, qui communique là-dessus en mode c'est un truc super étrange. C'était un chiot, il s'est mis à faire des trucs de chiot. Enfin bref, c'est sur cette magnifique anecdote qu'on va peut-être passer à la fin de l'émission. Oh oui, je crois qu'il est temps. Alors, question rituelle, mon cher Charles, est-ce que ça colle à l'histoire ? Ça colle si ça dépend de votre point de vue et si vous croyez au témoignage des Perron ou non. Si vous y croyez, oui, c'est plutôt fidèle, avec tout le truc de temporalité qu'on a du coup évoqué, le fait que l'histoire vraie se déroule sur beaucoup plus longtemps. Et le fait que les Warren sont des branques aussi dans la réalité. Et le fait que les Warren sont en effet des branques, et que là, en effet, ça, pour les besoins sans doute cinématographiques, l'action est réduite dans le temps, les Warren sont un peu plus héroïsés, en tous les cas en effet leur carrière est un peu plus mise en valeur, mais si vous ne croyez pas, et vous auriez plutôt raison, j'aurais tendance à dire, au témoignage des Perron, et ben évidemment ça ne colle à rien, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Disons que ça colle à une histoire qui est déjà une histoire. Mais après, on est presque plus dans une adaptation littéraire au final. Hein. C'est un petit peu ça. De me dire, mais après, voilà. C'est plus. Quand tu lis les propos d'Andrea Perron, selon elle, ça s'est vraiment passé. Donc pour elle, son bouquin, ce n'est pas une fiction. Pour beaucoup de gens, c'est plus une fiction. Enfin, c'est vrai que quand tu le lis, ça ressemble à une fiction. Mais pour elle, c'est la réalité. C'est ce qu'elle dit. Donc on va dire que pour les besoins de l'émission, ça colle. Ça colle à l'histoire d'Andrea Perron à peu près. Voilà. Et est-ce qu'on adhère à ce film ? Oui. J'ai envie de dire oui, carrément, c'est bien fait, c'est un bon moment, je trouve que ça fonctionne bien, c'est efficace sans être trop bébête, ça joue pas trop sur les jumpscares, disons en abondance, il y a une bonne tension qui se met en place tout au long du film, il y a des moments plus ou moins ratés, on l'a dit, pas forcément même plus ou moins raté, mais qu'on a nous plus ou moins aimé, comme la scène d'exorcisme qui est un peu hors de propos, et qui d'ailleurs, on l'a souligné, mais ne s'est même pas déroulée. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être mieux fait encore de coller à cette réalité de la séance de spiritisme qui tourne mal, plutôt que d'inventer un exorcisme qui au final dénote un peu du reste du film, mais en dehors de quelques menus défauts. D'autant plus que je précise que par rapport à l'histoire vraie, que Ed Warren n'avait pas le droit de faire des exorcismes. Les exorcismes, c'est quelque chose d'assez réglementé. On en a parlé dans l'épisode sur l'exorciste. Ed Warren n'étant pas prêtre, il y a des monologues, mais il n'est pas prêtre. Alors il avait le droit à certains passe-droits parce qu'il avait des connexions assez fortes avec l'église, donc il avait le droit de faire certaines choses que j'ai plus en tête, mais en tout cas les exorcismes n'en faisaient absolument pas partie. Donc si le vrai Ed Warren ne connaissait pas le rituale romanum, il savait pas faire ce genre de choses, quoi. Donc ça, voilà, faut encore le préciser, cette scène d'exorcisme est entièrement fausse, mais bon, si elle n'avait pas été là, c'était compliqué de finir sur les Warren qui sont virés à coups de pied au cul alors que c'est censé glorifier leur carrière, quoi. C'est un peu plus compliqué. Exactement. Et pour revenir sur C'est une bonne conclusion. Juste pour revenir sur le On Adhère, j'aimerais juste donner un conseil si jamais vous avez l'occasion. Alors je sais que des fois il y a des projections qui s'organisent, des rétrospectives, ce genre de choses. Si vous avez la possibilité de voir The Conjuring au cinéma,
c'est beaucoup mieux parce que je me souviens avoir eu un très 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 bon souvenir de la première fois que je l'avais vu au cinéma. Un peu moins sur DVD, et là bon, bah, forcément j'étais sur un écran beaucoup plus petit, donc le film fonctionne toujours mais moins bien, et je pense que c'est un film qui prend toute sa mesure, notamment grâce au plan extrêmement large de James Wan qui font monter la tension. C'est un film qui marche très bien au cinéma pour rendre hommage voilà, à la manière dont les plans sont composés et à la musique qui est hyper importante dans le film. Ouais, c'est vrai. On en a fini ? J'en ai fini, c'est bon, c'était juste le dernier détail que je voulais ajouter. Et oui, parce que ça commence à durer cette histoire, hein, mine de rien. J'ai l'impression que nos épisodes inspirés de Ferrell durent de plus en plus longtemps. Voilà, on va aller sur un podcast de 2 heures maintenant. Un petit mot pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Inspiré de faits réels, sur notre compte Twitter, oui, @IFR Podcast. Et évidemment sur iTunes, sur SoundCloud, lâchez des coms, hein, comme on dit. Allez-y, donnez-nous mettez votre avis des 5 sur étoiles, l'émission. Mettez des 5 étoiles sur Facebook. Le plus important, mettez des 5 étoiles sur iTunes. C'est là que ça compte, visiblement. Sur SoundCloud ou ailleurs. Petit truc de fin pour vous dire mais vous avez déjà dû vous en rendre compte si vous avez écouté Triste Monde Tragique, notre dernier épisode de Triste Monde Tragique, ou que vous êtes un podcastos un peu hardcore. Ou que vous suivez Henri Michel sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, tout simplement. On a lancé un autre podcast. Oui, Nous avons une autre émission qui s'appelle le Bureau des Mystères, que vous pouvez retrouver toutes les 2 semaines. C'est un podcast dans lequel on a une mission, c'est recenser tous les mystères, l'intégralité des mystères. Donc c'est une belle mission que nous a confiée Henri Michel, que vous connaissez sans doute pour Rivière à détente, pour Spoiler arrière, enfin pour tout ce qui est les productions Rivière à Ferraille. Player Lambda également. Pour grande époque Player Lambda. Donc voilà, c'est une émission qui démarre, hein, mais on espère que vous l'écouterez, qu'elle vous plaira, surtout. Donc voilà, je sais pas si tu veux dire 2 mots là-dessus, Charles, aussi. Bah oui, le fait que déjà on a du coup arrêté Triste Monde Tragique, mais ça voilà, qui était une émission que l'on affectionne et que l'on affectionnait, hein, mais que voilà, qui recoupait un petit peu aussi certaines choses que l'on peut faire dans le Bureau des Mystères. Donc on a préféré se concentrer sur le Bureau des Mystères qui est un beau projet, qui est un beau... j'étais très content. C'est une belle émission c'est chouette dont le concept nous vient d'Henri Michel, qui a pensé à nous quand il a cherché quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce genre d'émission. Donc voilà, c'est une émission qui mise beaucoup sur l'ambiance, avec une très belle production sonore, un très beau montage de la part d'Henri Michel, qu'on félicite ici. Donc voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, vous nous laisserez des commentaires sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Ça va être le moment de vous souhaiter une bonne nuit. Hein. Bonne nuit. C'est l'heure d'aller se coucher, hein, ça y est là. Il se fait tard, oui. Et du coup on vous dit à la prochaine. Ouais. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Gros bisous.